Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal en Guinée. Ce samedi, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui poursuit ses activités dans le cadre de la présidentielle d'octobre 2015 dans le pays, a tenu à faire le point sur la révision du fichier électoral, un fichier qui a connu une augmentation du nombre de personnes inscrites de près de 40%. Écoutez. Il y a un volume global qui va tourner autour de 1 500 000, 1 600 000 à l'intérieur du pays, de personnes passées devant les kits, soit en nouvelle inscription, soit en correction physique. Le fichier traîne vers 6 millions prochains d'électeurs. C'est ça l'état des lieux et la tendance que nous avons aujourd'hui. Prochaine étape, ça va être l'affichage correction, au cours duquel on aura la possibilité d'extraire les personnes indûment inscrites et revenir pour la production de la liste provisoire, comment on appelle ça, pour revenir produire la liste définitive, puisque c'est la liste provisoire qui va en affichage, et permettre la production des cartes d'électeurs au moins au début septembre. Toutes les irrégularités seront détectées et éliminées. Un call center est en place pour ça. Des commissions participatives sont en place pour ça. Un CIP est en place pour mettre au courant déjà les acteurs du processus électoral comment sera le mode opératoire d'une opération électorale à venir et leur rendre compte de comment ce mode opératoire aussi a été mis en œuvre par opération jusqu'à la proclamation des résultats. Au Sénégal, des exploitants forestiers enlevés en Casamance viennent d'être libérés. Les 12 personnes avaient été kidnappées le 8 juillet dernier par une bande armée dans cette région du sud du Sénégal avant d'être relâchées par leurs ravisseurs dans la forêt de Yassine. Une libération constatée hier dimanche. Les ravisseurs qui avaient initialement réclamé une rançon de 10 millions de francs CFA aux propriétaires de la scierie de Diango, où les 12 personnes travaillent, soit environ 15 000 €, ont dû se contenter du versement d'1 million de francs CFA, soit environ 1 500 €. Aucun lien n'a pu être établi entre les kidnappeurs et la rébellion indépendantiste MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Cependant, nous savons de sources militaires que le chef des ravisseurs était un ancien employé de la scierie, devenu depuis trafiquant de bois. Rendons-nous à présent en Afrique centrale. La capitale tchadienne N'Djamena a subi, vous le savez, une nouvelle attaque criminelle ce samedi 11 juillet. L'attentat suicide est survenu en plein cœur du marché central de la ville, tuant au moins 15 personnes et en blessant au moins 74. Si l'attaque n'a pas encore été revendiquée, les forces de sécurité l'attribuent au groupe islamiste armé Boko Haram. Écoutez ces détails fournis par notre bureau tchadien. Aux environs de 9 h, un homme s'est déguisé en femme en portant une burqa. Il a tenté, n'est-ce pas, de s'infiltrer au niveau du marché par la porte sud, où il a été interpellé par un gendarme et un policier municipal qui étaient sur place. Se sentant, n'est-ce pas, menacé et être découvert par les agents de force de l'ordre qui sont sur place, celui-ci a déclenché sa bombe. La bombe donne un bilan provisoire de 15 morts, dont 6 hommes dont le kamikaze et 9 femmes. Je crois que pour plus d'informations, vous aurez certainement dans les heures qui suivent une communication du ministre de l'administration du territoire ou du procureur de la République et vous en serez informés au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Le blessé, nous comptons encore les dénombrer. Nous n'avons pas encore une situation exacte. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est un gendarme et un policier municipal. Au nord du continent, les pourparlers sur le sort de la Libye se sont poursuivis ce week-end à Skirat, au Maroc. Avancée significative, bien que les représentants du Parlement de Tripoli, non reconnus par la communauté internationale, n'aient pas été présents, eh bien, un accord de paix a tout de même pu être paraphé entre les parties libyennes en conflit. Parmi les signataires, il y avait entre autres des délégations libyennes, dont celle de Tobrouk, mais aussi le ministre marocain des Affaires étrangères ou encore Bernardino León, l'émissaire de l'Organisation des Nations Unies pour la Libye.
Et justement, écoutons M. Léon qui nous dresse les contours de la signature de cet accord, donc survenu samedi à Skhirat au Maroc. Cet accord, nous l'espérons tous, mettra un terme au conflit qui a ravagé le pays depuis de nombreux mois. C'est un pas, mais c'est réellement un pas important dans le chemin de la paix. Cet accord dessine les principes, les institutions et les mécanismes de prise de décision pour compléter la transition, et ce, jusqu'à l'adoption d'une constitution permanente. La porte reste ouverte à ceux qui ont choisi de ne pas être présents ce soir. Ils ont eux aussi joué un rôle crucial dans le développement de ce texte. En Égypte, la capitale Le Caire a été le théâtre samedi d'un attentat mortel. L'attaque à la voiture piégée, toujours non revendiquée, a ciblé le consulat d'Italie dans la ville. Bilan du drame, un civil est mort et 9 personnes, des policiers et des passants, ont été blessés dans l'explosion. Il s'agit du premier attentat contre une mission diplomatique depuis le début, il y a 2 ans, d'une vague d'attaques djihadistes dans le pays. Écoutez ces témoignages. L'explosion était très puissante. Tout le monde courait et criait. Les fenêtres de notre maison ont été cassées et les boutiques sont toutes détruites. Même si nous devons subir pire que ça, notre pays tiendra debout. Nous resterons debout. Mais que veulent-ils, ces terroristes? Au lieu de nous poser des bombes, qu'ils aient le courage de venir se battre face à face comme de vrais hommes. Où est notre gouvernement? Le gouverneur du Caire est passé 5 minutes voir le consulat italien. Et il ne nous a même pas accordé une visite. Il aurait pu au moins rassurer les familles démunies qui sont ici, nos blessés, nos proches qu'on a transportés à l'hôpital. Direction l'Afrique de l'Est à présent. Vous le savez, le président américain Barack Obama se rendra à la fin du mois au Kenya, afin entre autres de participer au 6e sommet global de l'entrepreneuriat dans le pays natal de son père. La visite de M. Obama, très attendue par tous au Kenya, l'est encore plus par la communauté Luo, dont le chef de l'État américain tire ses origines. Alors bien avant l'arrivée de Barack Obama, les Luo ont déjà organisé un festival en son honneur. C'était samedi à Nairobi, écoutez. Du simple fait que le père d'Obama était un Kenyan, et pas seulement un Kenyan, il faisait partie de la tribu des Luo. Alors si vous regardez Obama en tant qu'individu, nous sommes fiers de lui. En tant que membre de la communauté des Luo, nous sommes heureux que le premier président en fonction à rendre visite le Kenya soit un Kenyan, et même un Luo comme nous. Je suis très heureuse qu'ils viennent. Les rues se transforment en tapis rouge et la ville va devenir magnifique. Je pense que ce sera une bonne chose parce que cela restera après le départ d'Obama. J'aurai une superbe ville et je pense que c'est une bonne chose pour l'économie, notamment pour le tourisme, parce que nous savons tous que le niveau de tourisme a diminué à cause de l'insécurité du pays. Nous sommes très heureux qu'Obama vienne et quand il sera là, nous voulons lui apprendre la culture des Luo et aussi à ses filles. C'est très important qu'elles apprennent cette culture. Nous avons une tradition Luo, une manière propre de faire les choses et c'est donc très important d'avoir Obama, Michelle et leurs filles pour leur apprendre les rituels Luo et leurs traditions. De l'autre côté de la frontière sud du Kenya, rejoignons maintenant la Tanzanie. Dans le pays, les élections communales, législatives et présidentielles sont prévues le 25 octobre prochain. Le parti au pouvoir depuis 1964, le CCM, ou Chama cha Mapinduzi, vient d'annoncer ce week-end une liste de près de 40 candidats au scrutin présidentiel. Une grande première et surtout un signe de maturité démocratique selon les analystes, surtout lorsque l'on sait que le président Jakaya Kikwete, qui termine son second mandat, ne sera pas candidat à sa succession, et ce, conformément à la Constitution. Parmi les candidats à l'investiture du CCM figurent quelques personnalités. Il y a le vice-président Mohamed Bilal, le Premier ministre Mizengo Pinda, ainsi que les anciens chefs de gouvernement Edward Lowassa et Frédéric Soumaïe. Autres prétendants au titre, le ministre de la Justice Acharoz Migiro, le ministre des Affaires étrangères Bernard Membe ou encore Charles Makongoro Nyerere, le fils du premier président de la Tanzanie indépendante Julius Nyerere. Harare, la capitale du Zimbabwe voisin, a vu défiler ce samedi de nombreux manifestants. Leurs revendications montraient leur détermination à retrouver Itai Dzamara, un militant de l'opposition porté disparu.
L'ancien journaliste avait été enlevé le 8 mars dernier à la sortie d'un salon de coiffure, quelques jours après avoir tenu lors d'un meeting de l'opposition un discours de protestation qui demandait la démission du président Robert Mugabe, qui l'accusait de détruire le Zimbabwe. La disparition d'Itai Dzamara, qui est au cœur de la manifestation d'hier, inquiète la Commission des droits de l'homme du Zimbabwe, la ZHRC. Un rapt qui avait également suscité des réactions des États-Unis et de l'Union européenne, notamment qui avait demandé aux autorités de mener une enquête approfondie. Écoutez cette déclaration de Morgan Tsvangirai, le dirigeant du parti de l'opposition MDC et ancien Premier ministre du Zimbabwe. À l'attention de Robert Mugabe et de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, ramener Itai vivant ou mort, nous voulons voir son corps ici. À l'international à présent, après l'annulation dimanche du sommet européen prévu sur la crise grecque, un autre sommet, limité cette fois-ci à la seule zone euro, a été maintenu lui, pour discuter d'un éventuel sauvetage financier du pays, condition à son maintien dans la monnaie unique. Dimanche à Athènes, en marge de cet événement, une manifestation contre l'austérité a eu lieu devant le Parlement. Des militants de l'extrême gauche et des anarchistes ont protesté alors que les chefs d'État de la zone euro, eux, bataillaient sur le maintien ou non de la Grèce dans l'euro. Une hypothèse en effet désormais envisagée noir sur blanc par les responsables européens dans un texte qualifié de très mauvais par Athènes et qui envisage pour la première fois l'hypothèse d'une sortie temporaire de la Grèce de la monnaie unique. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 13 juillet. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.